Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. À la une de ce journal, 37 décès dus au coronavirus ces 4 derniers jours au Sénégal et plus de 884 contaminations la même période. À la seconde vague de la pandémie du Covid-19 continue de déferler sur l'ensemble du territoire. Ce jeudi, 6 nouveaux décès ont été annoncés, 47 cas graves et 178 cas communautaires dans presque toutes les régions du pays. Une campagne de sensibilisation pour la vaccination contre le Covid-19 est annoncée dans les 48 heures. Procès du maître coranique de Diourbel poursuivi pour violence et voies de fait sur des mineurs. Le tribunal condamne l'accusé à 2 ans de prison dont 15 jours fermes. Les talibés des différents daras fortement mobilisés ce matin lors du procès se sont affrontés aux forces de l'ordre. Ils ont brûlé des pneus et jeté des pierres aux alentours du tribunal. Les agents de sécurité de proximité ASP exigent leur insertion dans la fonction publique à défaut des contrats à durée indéterminée. Ils ne veulent pas d'une prolongation de leur contrat comme annoncé par le chef de l'État. Ces agents ont décidé à l'unanimité après 7 ans de service de ne plus faire du volontariat. Sur l'international, un incendie a ravagé ce jeudi une maison de retraite dans l'est de l'Ukraine et a fait au moins 15 morts. Le sport et l'économie complètent cette édition mise en onde par Alassane Watt. Sud-Soir. Marie-Rosalie Ndiaye. Parlons tout d'abord du procès du maître coranique de Diourbel. Le tribunal le condamne à 2 ans de prison dont 15 jours fermes. Il était poursuivi pour violence et voies de fait. Des affrontements ont été notés entre partisans du maître coranique et les forces de l'ordre. Adam Ndiaye. Le procès d'Ibrahima Dieng, maître coranique au quartier Champ de Course, poursuivi pour violence et voies de fait avec préméditation sur 4 mineurs âgés de 6 à 9 ans, s'est déroulé sous forte escorte policière. Les talibés des différents daras fortement mobilisés ce matin ont brûlé des pneus et jeté des pierres. Les forces de sécurité ont riposté par des grenades lacrymogènes. À la barre du tribunal de grande instance, le prévenu déclare que c'est Mamadou Lamine Dieng qui avait enchaîné et cadenassé les talibés Omar Ndiaye et Keba Fall. Toutefois, il reconnaît qu'il avait une fois enchaîné et cadenassé Ahmad Sis et Morndao. Pour les 2 premiers cités, il a été informé au même titre que les autres car il était absent du Dara au moment des faits. Le procureur de la République, dans son réquisitoire, estime que les faits reprochés aux prévenus sont établis. Ainsi, il a demandé au tribunal de le condamner à 2 ans de prison. Les avocats de la défense, maître El Ajmi et maître Moustapha Ndiaye, ont tour à tour demandé la relaxe ou l'application bienveillante de la loi. Selon ce dernier, aucun élément du dossier n'atteste que les enfants étaient des mineurs. Finalement, le tribunal a condamné Ibrahima Dieng à 2 ans, dont 15 jours fermes. Il a été reconnu coupable des délits de violence et voies de fait sur Amadou Sis et Morndao. Diourbel Sud FM, Adam Ndiaye. Dans le sud du pays, le scénario de Bofabaot évité de justesse hier. 9 jeunes du village de Toubacouta pris en otage dans la forêt par des éléments armés, battus et malmenés. Ils ont été finalement libérés. Ben Michel Kanfoudi. Ces 9 exploitants forestiers ont frôlé le pire et le scénario d'un Bofabaot bis a été évité de justesse. Partis à la recherche de bois morts dans la forêt classée du Bayot Est, non loin du village de Toubacouta dans l'arrondissement de Niassia, ces exploitants ont été appréhendés par des éléments lourdement armés, une trentaine selon le témoignage d'un jeune qui a vécu la torture. Cette source indique qu'ils ont été spoliés et violemment battus. À l'en croire, les assaillants leur ont arraché leurs téléphones portables, leurs vélos et leurs habits avant de mettre le feu au bois qu'ils ont ramassé. Ces éléments armés ont également averti que la prochaine fois, ils les tueraient. Les exploitants forestiers blessés ont été orientés au service médical du camp militaire Georges Boissy de Ziguinchor et la gendarmerie a ouvert une enquête. Cet incident intervient 2 ans après le massacre de Bofabayot qui a coûté la vie à 13 personnes et quelques mois après l'assassinat de 2 jeunes de la commune de Boutoupa-Kamarakunda. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Sud FM.
La Covid-19 en chiffre, 6 décès et 267 nouvelles infections enregistrées au cours de ces dernières 24 heures. 178 sont issus de la transmission communautaire, dont 17 à Thiès, Touba et Dakar, fortement affectés. 47 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. À ce jour, 23 909 cas ont été déclarés positifs, dont 19 916 guéris, 552 décès et dont 3 440 sous traitement. Dr Ousmane Gueye, directeur du SNEPS. Sur 2500 tests réalisés, 267 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,68%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 89 cas contacts suivis par nos services, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays, 178 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 17 à Thiès, 11 à Touba, 10 à Saint-Louis, 8 à Rufisque, 7 à Kaolack, 6 à Ouakam et Tambacounda, 5 à Dakar Plateau, Liberté 6, Ouest Foire, Pété et Yoff, 4 à Bambey, Keur Massar et Nord Foire, 3 à Cambérène, Guédiawaye, Mamel, Matam, Mbour, Popenguine, Thiaroye, Tivaouane et Vélingara. 2 aux Almadies, Cité Fadia, Guinguinéo, Koungheul, Mariste, Richard Toll, Sacré-Cœur 2, Saly et Sicap Foire. 1 à Amitié 2, Bambilor, Bop, Cité Gadaye, Cité Keur Gorgui, Cité Mixta, Cité Soprim, Dara, Diourbel, Fatick, Goudiri, Hann Bel-Air, HLM 2, HLM Fass, Kaffrine, Khombol, Liberté 5, Louga, Médina, Mékhé, Nioro, Patte d'Oie, Podor, Point E, Ranérou, Sicap Mbao, Sokone, Somone, Yène, Zac Mbao et Ziguinchor. 186 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 47 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 6 décès ont été enregistrés ce mercredi 20 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 23 909 cas ont été déclarés positifs, dont 19 916 guéris, 552 décédés et donc 3 440 sous traitement. À l'instant, le directeur du SNEPS, Dr Ousmane Gueye, qui sera notre invité. La pandémie de coronavirus poursuit sa course macabre. Ces 4 derniers jours, 37 décès et plus de 884 contaminations ont été recensées au Sénégal. Le docteur Ousmane Gueye annonce la campagne de sensibilisation pour la vaccination dans les 48 heures. Et justement, en parlant de vaccination contre la Covid-19, la réticence des populations n'a pas échappé au sociologue Souleymane Lo. Il plaide pour que les autorités soient les premiers à être vaccinés. Sa réaction dans ce reportage signé Josette Kali. Les réseaux sociaux, avec leur lot de rumeurs, sont les facteurs qui peuvent bloquer la campagne de vaccination. Une campagne de vaccination pour laquelle le chef de l'État souhaite une sensibilisation des populations. Professeur Souleymane Lo, sociologue. Ça vient de là-bas parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont interconnectés à travers le monde et on a constaté ce qui se passe quelque part donc dans les pays où il y a donc des effets pervers qui découlent des vaccinations déjà. Alors tout ceci font peur et que maintenant, à l'heure actuelle, les populations n'ont pas confiance à recevoir les vaccins et que même le protocole sanitaire, nos médecins ne peuvent pas attester ni garantir l'efficacité donc de ces vaccins reçus venant donc de l'extérieur. Mais la manière dont le gouvernement voudrait peut-être s'en prendre crée donc en tout cas ou installe cette crainte à leur niveau. Personne aujourd'hui ne sait ce que demain sera par rapport donc à une vaccination reçue. Selon lui, toutes ces craintes peuvent être dissipées si les autorités sont impliquées à cette campagne de vaccination. Alors le président de la République lui-même devrait être le premier exemple à recevoir donc les vaccins en termes donc de sécurité et de protection, parce que si la pandémie est une menace, la seule qui devrait véritablement être protégée c'est lui et sa famille ensuite. Et une fois que sa famille, lui et sa famille se sont donné un spectacle de manière réelle, sans aucune tricherie donc dans la manière donc de faire recevoir donc les vaccins aussi bien que les populations devraient donc en recevoir. Ensuite, l'Assemblée nationale, parce que c'est eux qui sont donc les représentants du peuple, ils doivent également recevoir donc les vaccins au même titre. Ensuite, le Sénat, ensuite les chefs religieux et après maintenant les populations pourront être véritablement convaincus
pour en recevoir. La majorité de la population sénégalaise est toujours réticente à l'idée de se faire vacciner contre la Covid-19, d'où la nécessité d'une bonne stratégie de communication pour la convaincre. Toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la brigade départementale d'hygiène de Mbour investit le terrain pour rompre la chaîne de transmission du virus. Les soldats de l'hygiène procèdent à la désinfection des lieux publics, marchés, quais de pêche et gares routières. Une occasion pour le commandant de brigade d'appeler à la vigilance et au respect des mesures barrières. Moustapha Sall. Rompre la chaîne de contamination du virus, c'est l'objectif de la brigade d'hygiène de Mbour qui investit le terrain. Les soldats de l'hygiène ont procédé à la désinfection des lieux publics. Adjudant Omar Diao, commandant de la brigade d'hygiène de Mbour. Avec la recrudescence des cas de Covid, nous avons reçu des instructions de la hiérarchie nous demandant de procéder à la désinfection des lieux publics, notamment marchés, quais de pêche et gares routières. C'est des lieux qui regroupent beaucoup de monde et compte tenu du contexte actuel, il est important de procéder à des désinfections périodiques. C'est des lieux qui regorgent beaucoup de monde. Il est important de procéder à la désinfection pour au moins rompre la chaîne de contamination. Du moment qu'on a plus de cas communautaires que de cas contacts, vous voyez, donc on ne sait pas d'où on peut choper le virus. Il est important à chaque fois que le besoin est de faire la désinfection. Depuis un certain temps, tous les mois, nous faisons une opération de grande envergure dans ces lieux-là. L'adjudant appelle à la vigilance et au respect des mesures barrières. Bon, c'est de continuer à respecter les mesures barrières, de savoir que la Covid est là et qu'elle est en train de faire des ravages. Si nous ne prenons pas garde, nous risquons vraiment d'être dans une situation inconfortable. Il est important de respecter le port de masque, de se laver les mains constamment à l'eau savon, de respecter la distanciation physique. Donc vraiment éviter tout ce qui est regroupement. C'est le message vraiment que j'ai à délivrer à l'endroit des populations. Dans la même dynamique, ces lieux recevant du public comme les marchés, quais de pêche et autres sites de transformation sont ouverts tous les jours, à l'exception du dimanche de 6h du matin à 18h. Mais les marchés hebdomadaires restent fermés. Moustapha Sall Mbour, Sud FM. Prolongation d'un an du contrat des ASP. Les agents de sécurité de proximité de la première génération regrettent cette annonce du chef de l'État. Ils exigent leur recrutement dans la fonction publique ou des contrats à durée indéterminée. Selon le président de l'association des ASP de la première génération, l'État n'a pas respecté ses engagements. Atoman Samb est avec El Hadj Malick Ndiaye. S'agissant du Conseil des ministres, le communiqué nous a bien fait savoir que le contrat des ASP sera prolongé d'un an. Ce que nous regrettons beaucoup, parce que vraiment, nous avons vu que notre directeur est sorti dans les médias, le directeur du ministère de l'Intérieur, le président de l'association des maires, pour nous faire croire que les lendemains du 1er janvier 2021, nous serons des travailleurs permanents. Nous ne serons plus des engagés civiques. C'est ce que nous avons retenu jusqu'à présent. Et c'est ce que nous avons toujours vraiment souhaité. Et c'est ce que aussi nous avions vraiment demandé au chef de l'État pour un avenir meilleur des agents de sécurité de proximité qui ont donné corps et âme pendant 7 ans pour vraiment travailler pour leur pays. Mais actuellement, ce que nous venons d'apprendre, c'est vraiment une grande surprise pour les ASP et c'est vraiment regrettable. Ce que nous voulons, c'est ce qu'ils nous ont promis, notre insertion dans la fonction publique. Si ce n'est pas le cas aussi, s'ils peuvent même nous trouver des CDI, on peut comprendre. Mais désormais, de toute façon, tous les ASP ont décidé de ne plus continuer cet statut de vraiment volontaire. Aujourd'hui, nous avons fait plus de 7 ans de service. 7 ans, c'est pas 2 jours, M. Ndiaye. Vraiment, il est temps que vraiment l'État revoie les conditions de vie et de travail des agents de sécurité de la première génération. C'était là des propos du président de l'association des ASP de la première génération qui regrette l'annonce du chef de l'État, à savoir la prolongation d'un an du contrat des ASP. Ils exigent leur recrutement dans la fonction publique ou à défaut un contrat à durée indéterminée. Suite aux instructions du chef de l'État relatives au paiement des indemnités liées aux examens dus aux enseignants, le secrétaire général du CELS authentique parle de réchauffer. Les enseignants exigent la réouverture des négociations et ne veulent plus de ces promesses. Abdou Fati est avec Rapsa et Limanouane. Nous sommes encore déçus par le chef de l'État parce que quand même ça, c'est un disque rayé, quoi. C'est un disque rayé. Il répète ça chaque jour en conseil des ministres et il n'y a pas d'effet. Depuis combien de temps nous, on demande que le monitoring reprenne, qu'on nous désigne un monsieur monitoring? Depuis combien de temps on demande que le ministre des Finances soit présent? Le ministre des Finances, depuis 2 ans, n'a jamais assisté à nos rencontres. Mariama Sarr fait le mort. Le ministre de l'Urbanisme, on ne le voit plus.
Donc, quand même, c'est dans le vent, quoi. C'est du vent, il nous vend du vent. Alors, nous sommes désolés, mais nous ne croyons pas à ces instructions-là. Parce que quand même, la question des indemnités ne date pas d'aujourd'hui. La question du monitoring ne date pas d'aujourd'hui. La question du système de numération ne date pas d'aujourd'hui. Et les conseils de ministres suivent et se ressemblent. J'ai donné instruction, j'ai dit au ministre de privilégier la concertation, de dialoguer, mais je suis désolé, mais nous ne croyons pas à ça. Et je pense que les enseignants aujourd'hui, il faut le dire, sont extrêmement déçus par le chef de l'État. Malgré les efforts que nous avons faits dans le cadre de la résilience par rapport à la situation, mais de l'autre côté, quand même, on ne tend pas là. Vraiment, ça, c'est des promesses, c'est de la routine, ça, c'est un disque rayé. Depuis combien de temps il l'a dit? Ça, vraiment, nous ne croyons plus à cette parole-là, parce que la question des immunités date de très longtemps. Et nous prenons acte et nous sommes en train de nous organiser dans le cadre du G7 pour organiser la réponse afin qu'il y ait un monitoring, afin que les négociations reprennent, qu'on gère ces questions-là de manière structurante, de manière globale et qu'on les dépasse. Les propos du secrétaire général du CELS authentique qui estime que les instructions du chef de l'État relatives au paiement des indemnités liées aux examens et dues aux enseignants donnent une sensation de déjà entendu du réchauffé selon Abdou Fati. Le chef de l'État doit aller au-delà des instructions. Sentiment du secrétaire général du SAEMS, Saourou Sène, exige la résolution de cette crise qui mine le système éducatif et qui n'a que trop duré. Il est avec Rapsa Elimanouane. Oui, je crois que cela, on devrait le faire depuis longtemps. Parce que moi, je suis au regret de constater que les enseignants sont les seuls agents de l'État qui, après avoir effectué une mission, mais râlent partout pour qu'on leur paye leur mission. C'est inacceptable. D'autant plus que c'est des missions qui sont régulièrement revenues parce que tout le monde sait qu'à une période donnée de l'année scolaire, il faut les examens, il faut le déplacement des enseignants. Qu'on se retrouve à chaque année à revendiquer le paiement de déplacement de BAC ou du BFM, c'est inacceptable. C'est pourquoi je crois que le chef de l'État ne doit pas s'arrêter tout simplement à instruire ses ministres à payer ou en tout cas à assumer leurs responsabilités par rapport à cette situation, mais leur demander quand même qu'on trouve une solution définitive à ces retards de paiement de déplacement. Je crois que c'est inacceptable pour un pays organisé qu'à chaque année que les mouvements d'humeur nous viennent des inspections d'académie pour le paiement de déplacement. C'est intolérable. Sud International. Un incendie a ravagé ce jeudi une maison de retraite à Kharkiv dans l'est de l'Ukraine, faisant au moins 15 morts. C'est ce qu'ont indiqué les autorités ukrainiennes. Le feu s'est déclenché en milieu d'après-midi au premier étage de cet établissement dans cette ville d'Ukraine, ex-république soviétique souffrant d'un système de santé délabré. Selon les autorités, 15 corps ont été découverts sur les lieux. Dans un communiqué, le service des situations d'urgence informe que 9 personnes ont été sauvées et placées dans des hôpitaux. La cause préliminaire de l'incendie et la manipulation imprudente d'appareils électriques. C'est ce qu'a expliqué la procureure générale Irina Vanedikotva, annonçant l'ouverture d'une enquête pénale pour violation des règles anti-incendie. Le président Volodymyr Zelensky a indiqué sur Telegram qu'au total, 33 personnes se trouvaient dans l'immeuble au moment du sinistre. Les Américains continuent de s'inscrire en masse au chômage, un défi pour Biden. L'ampleur des défis économiques auxquels fait face Joe Biden a été mise en exergue ce jeudi par l'annonce d'une nouvelle vague d'inscription au chômage, signe supplémentaire des dégâts causés par la pandémie sur le marché du travail. Ce niveau historiquement haut pendant une si longue période sera un casse-tête pour le nouveau président Joe Biden, qui hérite ainsi de l'un des marchés du travail les plus sinistrés dans l'histoire moderne du pays. Lorsque Barack Obama était arrivé à la Maison-Blanche en janvier 2009, au cœur de la récession provoquée par la crise financière, le taux de chômage était de 7,2%, un peu plus élevé que les 6,7% de décembre 2020, mais les inscriptions au chômage étaient bien moindres. En sport, dès l'année prochaine, en beach soccer, certaines équipes vont évoluer en Ligue 2. Ces 4 dernières équipes de cette saison seront reléguées en deuxième division de beach soccer. L'annonce est du manager général Ibrahima Yachita au micro de Odile Minkilan. Le changement, moi j'ai proposé à ce qu'il y ait quand même une descente. Et à partir de l'année prochaine, on va faire la proposition. Les 4 dernières des 4 poules vont descendre. On va jouer la deuxième division. Et là, au moins, ça va permettre de motiver les autres et que les équipes sachent que celui qui sera dernière de sa poule va descendre en deuxième division. Donc c'est ce qui va se passer. Et cette année aussi, à cause du virus, on va jouer
centre technique de France à Bokandé, sur le terrain qui porte mon nom. Là, c'est une bulle. Les mesures seront les mêmes que celles qui sont là-bas au niveau du championnat national. Le samedi 23 et le dimanche 24, ce sera la première journée du championnat de beach soccer. Basketball, le président du Casa Sport au chevet du CMT Basket Club, après avoir pris en charge le transport de l'équipe durant toute la saison, Seydou Sané a remis aux joueuses des chaussures de compétition. Il leur a promis aussi une prime de victoire pour leur 3e sortie ce week-end. Seydou Sané est au micro de Ben Michel Konfoudi. C'est un honneur vraiment de le faire parce que je me rends compte que c'est une équipe de basket très ambitieuse et qui mérite un soutien. J'avais pris l'engagement en son temps de gérer le transport pendant toute la saison et c'est que je suis en train de faire. Mais après le transport, il faut équiper. Et le meilleur équipement qui est important et indispensable, ce sont les chaussures. Parce que pour être très performant en basket, il faut avoir des appuis. Et pour avoir des appuis, il faut avoir des chaussures adaptées. Et c'est la raison pour laquelle, avec eux, nous avons cherché ces chaussures. Et c'est ce qui explique la cérémonie de cet après-midi. Les chaussures de basket sont très chères. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'engagement des uns et des autres. C'est montrer le bel exemple aux autres pour que nous tous, à Ziguinchor, nous puissions soutenir le sport dans la région. Elles ont joué 2 matchs, 2 défaites. Elles vont vers un 3e match très décisif à Ziguinchor. Donc j'ai pris l'engagement de payer des primes en cas de victoire de ce match. Et j'en suis sûr qu'on va gagner le match. Et au sortir de ce match, elles vont avoir des primes. Nous allons tous nous engager. Et je lance un appel à toutes les autres autorités, à tous ceux qui sont de Ziguinchor et qui sont animés de l'esprit sportif, de pouvoir soutenir le sport dans la région. Si nous soutenons le sport dans la région, nous allons en faire de grandes vedettes. De grands noms vont circuler ici, du côté du basket comme du côté du football. Des propos de Seydou Sané, président du Casa Sport. Après avoir pris en charge le transport de l'équipe durant toute la saison, Seydou Sané a remis aux joueuses des chaussures de compétition. Il leur a promis aussi une prime de victoire pour leur 3e sortie ce week-end. Le CMT Ziguinchor reçoit l'ASC Bob ce samedi à Ziguinchor. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit du directeur du SNEPS. Il est notre invité, Dr Ousmane Gueye, qui évalue le dispositif d'appel mis en place pour informer et orienter. Il annonce la campagne de sensibilisation pour la vaccination dans les 48 heures. Dr Ousmane Gueye répond à Isseignan. Docteur Ousmane Gueye, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du SNEPS. On est dans la 2e vague du coronavirus, un numéro vert destiné justement à la prise en charge aux informations liées au Covid. Dans cette 2e vague, quel est le flux d'appels concernant ces numéros verts du Covid? Merci beaucoup. Il faudra peut-être dire que lors de la première vague, c'est-à-dire si nous faisons référence de février à pratiquement juillet, on avait à peu près plus de 70 à 80 000 appels qu'on a enregistrés. Donc, mais de juillet à décembre, on est à presque 30 603 appels. Ces 30 603 appels, on peut voir que le mois de juillet, c'était à peu près 7 000, août, c'était 7 700 appels, précisément 7 706. En octobre, on a eu vraiment une baisse considérable des appels parce que cela était en relation avec effectivement cette baisse des cas, surtout pour la COVID-19. Donc, mais aujourd'hui, nous remarquons effectivement une remontée de ces chiffres. Si vous voyez, en octobre, on était à 2656. En novembre, c'est 3500. En décembre, c'est 3800 et poussière. Et donc, sur les 30 603 appels, les 43% correspondaient à la COVID-19. Donc aujourd'hui, nous remarquons effectivement une augmentation du nombre d'appels, surtout concernant la pandémie à COVID-19. Et quelles sont justement les préoccupations fréquentes, les questions les plus fréquentes? Oui, les questions les plus fréquentes, on voit effectivement tout ce qui est de l'orientation, c'est-à-dire les gens qui demandent voilà comment se manifeste la maladie et qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger. Ça, c'est vraiment une importante frange des questions. Mais l'autre aspect, c'est des questions en relation avec la stigmatisation, en relation avec le déni, et surtout.
Mais récemment, nous enregistrons énormément de questions allant dans le sens de la vaccination. Et docteur, est-ce que justement ces numéros verts mis à la disposition des populations sont utiles dans le dispositif de riposte? Mais c'est fondamental, le numéro vert est fondamental dans le cadre de la riposte aujourd'hui. Parce que le numéro vert, comme vous le savez, c'est le conseil, c'est l'orientation. C'est le conseil, c'est l'orientation. Et pratiquement aujourd'hui, les Sénégalais, dans leur majorité écrasante, connaissent bien effectivement ce numéro vert. Et donc, le numéro vert qui travaille 24 heures sur 24, à tout moment, nous avons des appels pour les Sénégalais qui veulent savoir de quoi c'est quoi la COVID-19, comment se protéger contre la COVID-19, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas attraper la maladie et comment il faut faire pour ne pas propager la maladie. Mais également, comment on peut entrer en contact avec la cellule d'alerte, comment on peut entrer en contact avec le SAMU, quels sont les conseils que l'autorité a donnés. Je pense que quand même, sur vraiment ces questions, le numéro vert constitue un pilier fondamental dans la gestion de cette pandémie. Peut-être une dernière question, docteur, c'est en rapport avec la vaccination. Le chef de l'État a insisté sur la sensibilisation déjà pour préparer cette campagne de vaccination. Est-ce que la stratégie est déjà élaborée pour sensibiliser les Sénégalais? Vous savez, aujourd'hui, nous avons commencé à sensibiliser les Sénégalais comme l'a demandé Monsieur le Président de la République. Mais aussi, nous sommes dans le cadre du CNGE qui a décliné la stratégie sénégalaise et aujourd'hui a mis en place un certain nombre de commissions, parmi lesquelles la commission communication que nous avons l'honneur de diriger, et qui va ratisser large avec l'implication de toutes les franges de la population. Aujourd'hui, nous allons tenir dans les 48 heures maximum une réunion importante pour effectivement présenter ce plan de communication aux parties prenantes avant maintenant de restituer au niveau de la population générale et aller dans le sens quand même de battre campagne pour la sensibilisation, de battre campagne pour l'appropriation et l'adhésion de la population sénégalaise. Docteur Ousmane Gueye, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur du SNEPS. Place à présent au journal de l'économie avec Rapsa Elimanouane. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour, l'année 2020 a été éprouvante pour les petites et moyennes entreprises à cause de la crise sanitaire. Pour cette année, l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, l'ADPME, compte sauver les PME en ajustant les mécanismes de financement. Selon son directeur général, Idrissa Diabera, il faut transformer cette crise sanitaire en opportunité. Effectivement, vous l'avez dit, l'année 2020 a été terrible. La crise sanitaire a eu des effets dramatiques sur le secteur de l'économie, sur les PME en particulier, à la faveur d'une enquête que nous avions faite au mois de mai, qui concernait plus de 850 entreprises qui ont été amenées à répondre pendant le couvre-feu. Près de 44% d'entre elles avaient été contraints de cesser les activités. Une année qui nous a amené à réorienter 2020 une partie des accompagnements que nous avions avec les partenaires pour appuyer directement les entreprises en besoin de fonds de roulement. Près de 500 ont pu bénéficier de ces derniers, et donc une année aussi d'enseignement sur l'adaptation des modalités d'accompagnement aux entreprises. 95% d'entre elles indiquaient nécessaire d'être accompagnées pour bénéficier des mécanismes mis en place, notamment par le secteur bancaire et l'État en particulier. Et donc effectivement 2021, outre les vœux que l'on se doit de lancer à l'endroit de chacun et à l'endroit des entrepreneurs, c'est une année qui est marquée par le retour de cette période difficile et la recrudescence des cas de Covid. Donc, un début d'année 2021 qui est aussi extrêmement difficile pour ces dernières. Et donc, riche de ce qu'on a en 2020, 2021, ça sera une année dans les cadres desquels il faut malgré tout préparer la relance. Qui dit relance dit d'abord sauver nos PME, Arsunio comme on l'indiquait, les sauver en ajustant nos mécanismes de financement pour qu'elles puissent en être bénéficiaires,
Qui dit sauver les PME dit se saisir de cette crise comme une opportunité pour formaliser massivement. Les PME tendent la main, il est nécessaire de la saisir pour les appuyer et en même temps les formaliser, les digitaliser et faire en sorte qu'elles soient plus aptes à prendre la vague de la relance qui, n'en pas douter, viendra tôt ou tard, Inch'Allah, dans cette année 2021. Sud FM vous remercie Idrissa Diabira. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ADPME. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. 37 décès dus au coronavirus ces 4 derniers jours au Sénégal et plus de 884 contaminations. La même période, à la seconde vague de la pandémie du Covid-19 continue de déferler sur l'ensemble du territoire. Ce jeudi, 6 nouveaux décès ont été annoncés, 47 cas graves et 178 cas communautaires dans presque toutes les régions du pays. Une campagne de sensibilisation pour la vaccination contre le Covid-19 est annoncée dans les 48 heures. Procès du maître coranique de Diourbel poursuivi pour violence et voies de fait sur des mineurs. Le tribunal condamne l'accusé à 2 ans de prison, dont 15 jours fermes. Les talibés des différents daras fortement mobilisés ce matin lors du procès se sont affrontés aux forces de l'ordre. Ils ont brûlé des pneus et jeté des pierres aux alentours du tribunal. Les agents de sécurité de proximité exigent leur insertion dans la fonction publique à défaut des contrats à durée indéterminée. Ils ne veulent pas d'une prolongation de leur contrat comme annoncé par le chef de l'État. Ces agents ont décidé à l'unanimité après 7 ans de service de ne plus faire du volontariat. Sur l'international, un incendie a ravagé ce jeudi une maison de retraite dans l'est de l'Ukraine et a fait au moins 15 morts. Le sport et l'économie ont complété cette édition mise en onde par Alassane Wade. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la chronique Sud Nutrition. Le gel main Valdin, efficace sur 99% des